Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct. Le jeudi, c'est politique, c'est économie, mais pas que. C'est aussi désormais le grand comeback du taureau. Pardonnez-moi, je vois Patrick Mallet, ça me fait rire. C'est comme ça va, Patrick? Ben écoutez, ça va pas mal. La politique et l'économie, c'était aussi le mardi avant, et ben on se retrouve le jeudi maintenant. Et ouais, voilà. Comme ça, c'est le week-end ce soir après. Vous nous suivez. Ouais, je vous suis, Pierre. Voilà, bon, on vous a trop manqué. Surtout vous. Ah, c'est gentil pour Olivier Roiran que je salue. Ça va, Olivier? Vous avez Oui, préparé, ça va très bien. Vous, c'est votre journée. Hein, oui, bien sûr. Puisqu'on rappelle que vous avez enregistré cet après-midi un débat. Exactement. Que l'on diffusera samedi. À midi. Un débat entre Jacques Domergue pour l'UMP et Fabrice Verdier pour le Parti Socialiste, qui est député du Gard. À vos côtés, Éric Jalabert de l'ADADIF. J'essaie de le dire comme il faut bien. Bonsoir. L'ADADIF, c'est une association pour la promotion du spectacle vivant qui édite un magnifique catalogue. Et vous nous en direz un mot tout à l'heure. En face de vous, Karine Vianès, bonsoir. Chère Karine. Pour le 16e festival du film Taurin, parce que Patrick Mallet n'est pas venu tout seul. Bravo, Patrick. Non, je viens avec des invités maintenant, c'est mieux, parce que comme ça, vous n'avez pas... Le 16e festival du film Taurin, ça se passe à Saint-Genès de Malgoirès, évidemment. Joseph Francis à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Joseph Francis. Bonsoir, Marlène, bonsoir tous. Pour l'UDI, voilà, vous nous direz tout de l'UDI. Avec plaisir. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Ailleurs, peut-être aussi. Vous avez le droit. Ah, sans problème. Allez, c'est dans un instant, mais tout de suite, on commence avec les titres. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul. Et alors, vous allez m'expliquer que vient faire une université portugaise à Béziers. Alors, c'est une université portugaise privée, l'université Fernando Pessoa, qui va s'implanter dans l'ancienne unité de Béziers. À la rentrée prochaine, à terme, près de 600 élèves en chirurgie dentaire, orthophonie, physiothérapie, sciences humaines ou encore architecture vont pouvoir y décrocher leur diplôme. Des diplômes qui sont donc portugais, mais reconnus sur tout le territoire européen, donc aussi en France. Il s'agit de la seconde antenne de cette fac privée ouverte en France, après Toulon. Alors, c'est une fac controversée, vous en doutez. Et oui, donc vous nous expliquerez par qui et pourquoi elle est controversée. Voilà. On reste dans l'enseignement avec un lycée hôtelier. Oui, alors là, on va rentrer dans les coulisses du restaurant d'application du lycée hôtelier d'excellence Georges Frêche à Montpellier. Vous le voyez, du CAP au bac pro, à terme, 650 élèves vont y apprendre les métiers de la restauration, du service et de l'hôtellerie. L'établissement a ouvert ses portes à la rentrée 2012 et déjà la brasserie et le restaurant d'application affichent complet. Aujourd'hui, au menu croustillant d'écrevisses et jambonnettes de volaille. Et le président du club de la presse qui est parmi nous a goûté. C'était quand? C'était lundi soir? Mardi soir? C'était mardi soir pour la remise de l'annuaire du club de la presse. C'était bien? C'était très très bien. Vous recommandez? Ah, bien sûr, chaudement. Vous mais il faut réserver à l'avance. Effectivement, c'est très ouais. très prisé. Mais elle va expliquer tout ça dans le journal tout à l'heure, monsieur Roiran. Pour ceux qui cherchent du travail, il y avait l'opportunité de séjourner, cette journée ou ces journées, vous allez nous le dire, au Pont du Gard. 1500 demandeurs d'emploi pour 150 offres seulement dans l'hôtellerie, la restauration, mais aussi le secteur agricole et le commerce. C'est donc au Pont du Gard, le forum du travail saisonnier. L'occasion donc de trouver un job pour cet été, mais aussi du conseil sur les contrats et les formations dans le secteur du tourisme. Auparavant, c'était un secteur qui était plutôt réservé aux étudiants ou aux saisonniers réguliers. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui sont au chômage longue durée s'adressent à ces offres-là. Et puis on dit un mot du temps. Alors, soleil et nuages se partagent le ciel. Demain, les températures sont toujours en légère baisse et passent d'ailleurs sous la barre des 0 degrés. Demain matin, il fera -1 à Montpellier et Nîmes. L'après-midi, il fera 7 degrés à Alès, 8 à Nîmes et Béziers et 9 à Montpellier. Il faudra sortir les raclettes demain matin pour les pare-brises. Merci Marlène. On vous retrouve à 19h pour le rappel des titres et puis à 10h30, bien sûr, pour le journal dans son intégralité. On enchaîne avec la politique. Joseph Francis, on vous a laissé il y a quelques semaines, c'était pour le grand lancement, c'était à la Grande Motte, Olivier Roiran, de l'UDI et de sa version départementale. On vous avait quitté quelques mois plus tôt à l'occasion d'une campagne électorale pour les législatives. À l'époque du reste, vous étiez en concurrence avec une certaine Anne Brissot. C'était sur la... Deuxième de l'Hérault. Pour les numéros, c'est Olivier. Et là, on vous retrouve allié avec notamment Anne Brissot, allié au sein de cette UDI qui est une union. Est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer un petit peu l'union? Parce que je ne me rappelle plus de toutes les composantes, moi. Il y en a 6, je crois. Il y en a plus de 6, il y en a 7. 7. En fait, l'espace politique français comporte aujourd'hui un parti politique qui s'appelle l'Union des démocrates et indépendants.
En fait, l'UDI se situe sur l'échiquier politique entre le Front de gauche, le Parti socialiste. Nous sommes dans cet espace-là, entre le Parti socialiste et l'UMP, mais résolument dans l'opposition au Parti socialiste que nous observons aujourd'hui, qui jusqu'à maintenant était censé défendre des valeurs, qui malheureusement de plus en plus ne défend plus ces valeurs-là, et que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont déçus du fait que le Parti socialiste n'a pas respecté ses engagements de campagne électorale, n'a pas pris en compte l'ensemble des facteurs économiques de notre pays et que malheureusement, entre l'amateurisme et l'incompétence, voire même peut-être le mensonge, il y a aujourd'hui une force politique à droite et au centre qui se situe dans l'opposition avec deux jambes, une jambe humaniste et sociale que l'UDI représente et une jambe un peu plus à droite qui est celle de l'UMP. Et cette coalition que notre président, lors de notre convention... Votre président Jean-Louis Borloo, lors de notre congrès fondateur le 21 octobre à la Mutualité, a bien défini comme étant une coalition gagnante dans laquelle l'UDI devra l'être aussi. Justement, vous êtes effectivement président héroltais d'un des mouvements qui composent l'UDI, c'est la Force européenne démocrate. Alors, jusque-là, la mise en place se faisait tranquillement. Vous le disiez, il y a 7 formations politiques avec des représentants locaux. Anne Brissot, qui est radicale. Il y a aussi l'ancien député Robert Lecou, qui est aussi partie prenante dans cette affaire-là. Bien sûr. Où en est-on vraiment au niveau de la structuration? Est-ce que il y a des élections qui arrivent? Pour le moment, il n'y a pas de chef, entre guillemets, c'est une direction collégiale qui s'est mise en place? Alors, d'abord, pour continuer votre définition de l'UDI, il y a 7 partis dans l'UDI aujourd'hui qui sont le Parti radical, vous l'avez dit, le CNIP, le Parti libéral-démocrate, l'Alliance centriste, la gauche moderne et la Force européenne démocrate, ce qui en fait donc 7 partis composant l'UDI. Ainsi aussi, il y a les adhérents directs à l'UDI, parce que contrairement à l'UDF, aujourd'hui, nous avons des adhérents directs. Chacun des présidents de ces partis est membre de la coordination provisoire. Vous avez cité Anne Brissot, comme d'autres, Alain Hellé, comme d'autres membres fondateurs. Ils sont eux aussi, à ce titre, membres de cette coordination provisoire. Sur le plan national, la structure est en place. Nous avons notre siège, nous avons un certain nombre d'organigrammes qui est déjà mis en place, avec des responsables nationaux, un président, des secrétaires généraux, etc. La commission d'investiture, etc., etc. Sur le plan départemental, sur toute la France, nous avons des coordinations provisoires dont le but est de préparer les élections pour l'organe de gouvernance de la fédération de l'UDI sur chaque département. Qui aura lieu, donc, ces élections qui auront lieu. Ces élections auront lieu dans les 2 mois qui suivent, donc entre avril et mai, dans chacun des départements de la France. Et il se dégagera par un vote démocratique, un président avec un bureau, et naturellement, tous les élus de l'UDI feront partie aussi de la gouvernance de cette UDI départementale. Vous êtes candidat, vous, à cette présidence de la fédération héroltaise de l'UDI? Je vais vous dire, franchement, chacun des présidents des composantes de l'UDI peut être candidat. Aujourd'hui, les candidatures ne sont pas ouvertes parce que les fichiers n'ont pas été encore fusionnés. Les candidatures commenceront à émerger vers mi-mars, entre mi et 20 mars. Naturellement, je prendrai part, en ce qui me concerne, à cette élection, comme d'autres de mes collègues, de façon à ce que le meilleur d'entre nous, qui peut faire en sorte que l'UDI soit forte et représente réellement le courant politique des centres en France. Ne l'oublions pas, c'est un courant très important dont la France a besoin. Et on sait que l'UMP, depuis 2002, a quasiment perdu toutes les élections intermédiaires. Et aujourd'hui, l'UMP même se rend compte que l'UDI est nécessaire à la vie politique française. Justement, avant de revenir, bien sûr, sur le terrain politique local, pourquoi, au fond, recréer cette composante-là? Puisque quand l'UMP a été créé, ça a été créé avec la fusion du RPR et de l'UDF de l'époque. Alors, certains ont conservé l'UDF, on se rappelle de François et Bayrou, après on ne va pas raconter toute l'histoire, parce que nous-mêmes, on s'y perd un petit peu. Mais à l'époque, l'UMP, c'est déjà l'UDF et le RPR. Pourquoi vouloir absolument recréer ça? Pourquoi ne pas faire vivre à l'intérieur de l'UMP, comme Jean-Pierre Raffarin, par exemple, ou d'autres, anciens ténors de l'UDF, cette composante plus centriste? Alors, il y a 2 raisons à cela. Une politique, je viens de l'expliquer à Olivier Roaran.
nous avons observé que l'UMP seul ne peut plus gagner les élections intermédiaires. Il a fallu il faut créer quelque chose à côté pour pouvoir ratisser un petit peu plus large, c'est ça le calcul? C'est parce qu'il y a une offre politique qui ne se reconnaissait pas dans l'UMP. L'UMP était une composante très vaste, très large. Et il y avait des expressions qui se faisaient qui ne correspondaient pas à l'ensemble du panel politique que l'opposition ou la majorité d'hier attendait. Donc d'abord, il y avait un calcul politique. L'UMP seul ne pouvait plus gagner les élections intermédiaires. Deuxièmement, je viens de le dire aussi, il y a une offre politique que l'UMP n'incarnait plus. Si en 2010, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait pris un virage plus social, plus humaniste, je pense que nous n'aurions pas perdu l'élection présidentielle. Je pense que cette voix du centre n'était plus entendue. Nous savons très bien que depuis Giscard d'Estaing et un peu plus tard, les centristes n'ont jamais été une force de gouvernement capable à elle-même de réunir autour d'elle une majorité pour gouverner. Aujourd'hui, l'UDI a vocation à réunir une majorité pour gouverner. Bien sûr, on se définit clairement dans l'opposition aujourd'hui au gouvernement actuel, et je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques que les hommes politiques aujourd'hui ne prennent pas en compte. Il faut aujourd'hui tenir compte des réels besoins de la population. Tout le monde sait qu'il y a un problème énorme, une fissure entre la classe politique et la population. Aujourd'hui, l'UDI a vocation à prendre les problèmes des gens, à en faire une offre politique, comme nous faisons aujourd'hui pour le programme de l'UDI. Une thématique se fait sur l'ensemble du territoire. Le 7 mars à Mazamet, nous rendons d'ailleurs la fédération de l'UDI de l'Hérault pour aller participer à ce congrès pour définir le vrai projet de notre territoire. Aujourd'hui, il faut aller vers les gens, il faut comprendre les gens, il faut répondre aux besoins. Je pense que de moins en moins, il y a des gens qui règlent le problème de l'emploi, de moins en moins, il y a des gens qui règlent le problème du pouvoir d'achat, de moins en moins, il y a des gens qui règlent Joseph Francis, le vous dites le gouvernement actuel ne respecte pas ses engagements électoraux. On est encore un peu tôt, là. Ça fait pas tout à fait un an que ce gouvernement est en place. Vous voudriez que tous les problèmes aient été résolus, y compris ceux qui ont perduré tout au long d'une décennie de gouvernement, d'alliance entre l'UMP finalement et les centristes. Bon, vous êtes un observateur politique très avisé. Vous êtes sensible à la flatterie. Hein. Vous savez très bien qu'il y a eu une campagne électorale lors de laquelle on a dit pas d'augmentation de TVA. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On augmente la TVA. Et il y avait le pacte de croissance zéro. Il y avait un budget qui était, tout le monde le savait, insincère, avec une croissance de 0,8%. Elle n'existe pas. Il y avait un certain nombre de choses comme je viens de le dire. Une conjoncture économique quand même qui pèse effectivement aussi sur les décisions. On voit la question de ces plans sociaux, de ces sites industriels qui disparaissent, y compris chez nous. Schneider, c'est le plus récent, annoncé en tout cas sur Montpellier. Quelles sont les solutions, justement, que vous proposez? Là, vous passez du problème du gouvernement qui n'a pas tenu compte des faits réels économiques qui étaient connus au problème des solutions. Alors, nous sommes, dans la construction d'une solution. Et la solution, elle est la réindustrialisation de notre pays. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Mais ça n'est pas possible avec le pacte de compétitivité qui vient d'être fait. Bien sûr, c'est un pas en avant. Bien sûr qu'il faut la Banque publique d'investissement. Tout cela, il le faut. Sauf que tant que nous n'avons pas compris dans ce pays que le prix de revient est un facteur de compétitivité, eh bien, on n'aura pas avancé dans le débat. On ne pourra pas admettre que tout un pan de notre industrie disparaisse sans qu'on réagisse. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ne change complètement et catégoriquement les corporations qui gouvernent ce pays et qui sont un frein au développement et à la flexibilité. Vous voulez parler des syndicats ou de certains syndicats? Je ne parle pas de la disparition des syndicats, je voudrais plutôt au contraire... Corporation, j'ai pas dit je voudrais plutôt au contraire rendre obligatoire l'appartenance syndicale pour que les syndicats deviennent représentatifs et responsables. Aujourd'hui, de plus en plus, les syndicats sont irresponsables des décisions qu'ils prennent. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, que la loi qui régit le syndicalisme en France, elle date du milieu du siècle dernier. Je pense que depuis, il y a
toute une modération de l'économie qui a été faite, toute une évolution économique qui a été faite, une mondialisation que nous subissons, eh bien, on ne peut pas rester avec des lois du siècle dernier, du milieu du siècle dernier. L'industriel que vous êtes aussi, installé ici, basé ici, avec une entreprise importante dans la mécanique ou de l'électricité. Vous portez quel jugement sur cette affaire avec ce courrier de cet industriel américain qui accuse les salariés français en général et puis plus particulièrement ceux de cette usine Goodyear du nord de la France, de Picardie, de ne pas être des gens sérieux, de ne pas être des travailleurs? Vous portez quel jugement là-dessus? Il est maladroit, il est trop sévère, mais il révèle la partie visible de l'iceberg que tout le monde hypocritement cache. Il y a des vérités dans ce qu'il dit, mais je ne l'aurais pas dit de cette façon-là et je ne le cautionne pas. Je pense qu'il y a le respect des êtres humains, il y a le respect des syndicats, il y a le respect des travailleurs, mais n'empêche que dans sa lettre, il n'y a pas que des mensonges, il y a des réalités. Il faut qu'un jour, on se regarde dans la glace dans ce pays et qu'on accepte de ne plus faire la politique de l'autruche et qu'on regarde les problèmes tels qu'ils sont. Alors Joseph Francis, on a bien compris, hein, vous êtes industriel, mais vous vous impliquez dans la vie politique. La vie politique, ce sont des échéances électorales. Concrètement, les prochaines sont les élections municipales. Dans vos objectifs, il y en a un qui arrive tout de suite, là, dans un petit peu plus d'un an. C'est la mairie de Montpellier, clairement. Bien sûr, l'UDI sera présente pour la mairie de Montpellier. Vous avez cité tout à l'heure Anne Brissot, bien sûr. Avec Anne, on ira à la conquête de la mairie de Montpellier. Depuis 3 ans, moi, j'ai un think tank qui travaille sur un projet de territoire. Il va sortir dans les semaines qui viennent. C'est plus d'une centaine d'experts qui ont travaillé sur un projet de territoire pour le territoire de Montpellier. Le constat est simple. Est-ce que notre ville est sale? Est-ce que notre ville manque d'offres d'emploi? Est-ce que notre ville règle le problème de circulation? Est-ce que notre ville a un problème de pollution? Est-ce que notre ville n'a pas de problème de logements sociaux? Est-ce qu'il y a une transparence dans l'octroi des logements sociaux? Est-ce que notre ville règle le problème des 40% de chômeurs dans les quartiers? Est-ce que notre ville a une vision pour l'avenir? La réponse est non. Est-ce qu'une ville peut régler tout ça? Une ville ne peut pas elle seule tout faire. Je l'ai écrit dans un livre. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que la ville et l'agglo, le conseil régional doivent travailler et le conseil général doivent travailler ensemble et non pas les uns contre les autres avec des ambitions personnelles les uns contre les autres. Et on le voit d'ailleurs, ce schéma qui, vous savez, même la presse nationale parle de Montpellier en mal. Ça me fait mal. Ce que je voudrais, c'est que cette ville qui a énormément d'atouts, son université, son histoire, son soleil, son positionnement stratégique, ces atouts sont énormes. Il faudra les mettre au service de ce qui va aller dans le bon sens pour régler les problèmes des Montpelliérains. Je peux vous assurer qu'il y a les moyens pour le faire, il y a assez d'argent pour le faire. Les 4 collectivités que j'ai citées, c'est 5 milliards d'euros par an. C'est quand même colossal. Il va falloir orienter l'argent dans le bon sens. Différemment. Justement, alors dans votre discours le 28 novembre dernier, au lancement de l'UDI départemental, avec Jean-Christophe Lagarde, le secrétaire général qui était venu à cette occasion-là, vous aviez tapé assez fortement sur les grands élus, entre guillemets, le président de région, le maire de Montpellier, le président de l'agglo de Montpellier. Vous aviez été extrêmement dur avec eux. Vous confirmez tout ce que vous aviez dit à l'époque? Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que le Parti socialiste a perdu les valeurs, parce que la première des valeurs qu'il portait jadis, c'était la morale politique. Ils ont dit lors de la campagne électorale qu'aucun responsable politique condamné au pénal ne peut continuer à siéger. Excusez-moi, vous comprenez ce que je veux dire par là. Nous avons une région qui est présidée par quelqu'un qui a été condamné et confirmé, et jusqu'à maintenant, il n'a pas démissionné de son poste. Quant au reste, je voudrais vous dire une chose. Depuis la mort de Georges Frêche, que j'ai combattu, mais dont j'ai toujours salué l'intelligence et le sens politique, quelles sont les décisions importantes qui ont été prises par ses successeurs? Ça fait 2 ans qu'il est mort. Peut-on en citer une décision majeure? Est-ce qu'il y a un seul candidat aujourd'hui à la mairie de Montpellier du système et qui a un projet pour sortir Montpellier et son agglomération de ses problèmes? J'en connais pas. En tout cas, ce n'est pas dévoilé. Les seules décisions que nous avons vues, plutôt que d'encourager les petites entreprises dans la période difficile de crise économique,
on leur met un CFE à 10 fois. Et on dit, je ne connaissais pas l'impact sur les entreprises. C'était rectifié depuis quand même, hein, ça a été rectifié depuis. Excusez-moi, c'est rectifié, mais ça a creusé un trou dans le budget. Donc on a construit un budget avec un impôt nouveau sur des entreprises qui sont dans une situation difficile, et après on rectifie en creusant un trou dans le budget. Je trouve que c'est pas responsable. C'est irresponsable, c'est un manque de compétences, et c'est un manque de responsabilité. Et à côté de ça, on va dépenser des millions et des millions, on me parle de 10 à 15 millions d'euros, pour une marque qui n'existe pas. Et excusez-moi, dans le marketing, quand on veut vendre quelque chose, on met quelque chose de consistant à l'intérieur. Vous parlez de Montpellier Limited, hein, Je parle de Montpellier Joseph Limited. Francis, on aura l'occasion de vous proposer de débattre, notamment face avec grand à plaisir. Jean-Pierre Moore, et pourquoi pas. Dernière info, une décision sur un leadership pour Montpellier, c'est plutôt vers le printemps? Je pense avant la fin juin, tout sera réglé. D'ici, pardon? Avant la fin juin, tout sera réglé. D'accord, ben ça rejoint aussi l'UMP. Hein, ce sera avant la fin juin pour l'UMP. En théorie. Merci Mais beaucoup. l'UMP et l'UDI auront une table ronde et ils se mettront autour d'une table. Peut-être même un candidat commun. J'ai droit à une question. Peut-être un candidat. Bon, vous n'avez pas le droit, mais vous allez le prendre. Parce qu'il y a une association Montpellier Métropole 2014 qui a été créée. Vous parlez de programme pour les municipales. Pourquoi vous n'êtes pas intégré justement à cette association qui intègre des gens de l'UMP évidemment, mais pas uniquement? Mais on finira par travailler ensemble. Ce que nous avons fait comme projet, ce qu'ils ont fait, on va étudier tout ça. Il y a des experts qui vont travailler sur tout ça et les politiques vont faire la synthèse pour en dégager le meilleur pour les Montpelliérains. Merci. On a compris, merci beaucoup, mais vous pouvez rester avec nous. On va marquer une courte pause, on se retrouve pour parler sport, si tout va bien, si on retrouve Jean-Brun. Et puis, on va parler économie aussi, dans un instant. À tout de suite.